Ce jour-là, tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'est effondré. Les feuilles d'automne craquaient sous mes pieds, alors que je me tenais immobile derrière la fenêtre de la cuisine de ma mère, mon fils Théo, âgé de 11 ans, serrant ma main si fort que cela me faisait mal. Mais cette douleur n'était rien comparée à celle qui me transperçait la poitrine en écoutant les deux personnes en qui j'avais le plus confiance détruire tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille. « Elle est tellement fragile, Hélène », disait la voix de mon mari, Bruno, qui traversait la fine vitre comme un couteau dans mon cœur. Toujours à se plaindre, toujours dans le besoin. Je suis à bout. Le rire de ma mère était tranchant, cruel. Je t'avais prévenu de ne pas l'épouser, non? Je t'ai toujours dit qu'elle était trop faible pour un homme comme toi, trop abîmé. Ces mots me frappaient comme des coups physiques. Mes jambes tremblaient de manière incontrôlable. Théo leva les yeux vers moi, confus, sentant que quelque chose de terrible se passait sans comprendre quoi. Je posai un doigt sur mes lèvres, lui intimant de rester silencieux, alors que tout mon monde s'effondrait autour de nous. L'argent de l'assurance après la mort de son père valait le coup pendant un temps, poursuivit Bruno d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Mais maintenant il est presque épuisé. J'en ai fini de jouer le mari attentionné pour quelqu'un d'aussi pathétique. Je dus m'agripper au rebord de la fenêtre pour ne pas m'effondrer. L'argent de l'assurance, celui que je pensais avoir mis de côté pour les études de Théo, celui qui était censé sécuriser notre avenir, il m'avait utilisé tout ce temps. « Que vas-tu faire ?» demanda ma mère, une pointe d'excitation dans la voix, comme si elle savourait cette conversation. « Je vais la quitter. Tout prendre. Elle est si vulnérable, elle ne se battra même pas. Elle pleurera et acceptera, comme toujours. » À cet instant, quelque chose en moi se brisa. La part de moi qui croyait encore en la bonté, en l'amour, en la famille. Mais une nouvelle détermination naquit dans mon cœur. Une résolution froide, calculée. Ils pensaient que j'étais faible. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. Je pris Théo par la main et l'éloignai de la fenêtre, marchant calmement jusqu'à ma voiture, mon esprit déjà en train d'échafauder des plans. 3 mois plus tôt, je vivais ce que je croyais être une vie parfaite, ou du moins aussi parfaite que possible pour quelqu'un comme moi. Je m'appelle Rebecca, et j'ai passé la majeure partie de mes 32 ans à croire que je ne méritais pas les bonnes choses qui m'arrivaient. Ce matin-là, celui qui allait tout changer, commença comme un mardi ordinaire. Je me réveillai dans notre maison confortable de 3 chambres, rue des Érables, à Saint-Laurent, une petite ville de la banlieue parisienne. C'était la maison que Bruno et moi avions achetée quand Théo n'avait que 2 ans, celle où je pensais que nous vieillirions ensemble. Bruno était déjà levé, douché et vêtu de son uniforme bleu de travail. Il dirigeait une petite entreprise de construction et il était doué. Tout le monde à Saint-Laurent le respectait. C'était le genre d'homme que les autres voulaient avoir comme ami et que les femmes trouvaient attirant. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il voyait en moi. « Bonjour, ma belle », dit-il en m'embrassant le front alors que je pénétrais dans la cuisine, encore en peignoir usé. « Le café est prêt. » Je lui souris, mon cœur faisant ce petit bond qu'il faisait depuis notre premier rendez-vous, il y a 12 ans. Même après tout ce temps, après toutes les épreuves, je me sentais encore chanceuse d'être mariée à Bruno Dubois. « Théo est réveillé ?» demandai-je en me servant une tasse de café, ajoutant la crème que Bruno avait laissée sur le plan de travail. Il se souvenait toujours de ses petites attentions. Du moins, c'est ce que je croyais. Il dort encore. Je vais le réveiller dans quelques minutes. Bruno consulta sa montre. J'ai un gros chantier qui commence aujourd'hui. La rénovation de la maison des Martins. Je risque de rentrer tard. J'acquiesçai, habitué à ces longues heures de travail. Le métier de la construction était imprévisible, surtout dans une petite ville comme Saint-Laurent. Nous avions appris à profiter au maximum du temps passé ensemble. « Maman a appelé hier », dis-je en remuant mon café. « Elle veut qu'on vienne lui rendre visite ce week-end. » Ça fait un moment. Le visage de Bruno changea une fraction de seconde. Une ombre passa dans ses yeux, mais si vite que je crus l'avoir imaginé. « Bien sûr, ma chérie. Comme tu veux. » Avec le recul,
J'aurais dû prêter plus d'attention à cet instant. J'aurais dû remarquer que sa voix était différente quand il acceptait, que sa mâchoire se crispait légèrement. Mais j'étais trop occupé à être reconnaissante que mon mari et ma mère s'entendent si bien pour voir les signaux d'alerte. Théo entra alors dans la cuisine, ses cheveux bruns en bataille dans tous les sens. À 11 ans, il était tout en bras et en jambes, grandissant si vite que je peinais à lui acheter des vêtements à sa taille. « Bonjour maman, bonjour papa ». Il attrapa une tartine sur le plan de travail et en prit une énorme bouchée. « Doucement, champion », ris-je. « Le petit déjeuner ne va pas s'envoler. » Bruno ébouriffa les cheveux de Théo. « Écoute ta mère, fiston. Elle sait de quoi elle parle. » La chaleur et l'amour dans sa voix me serraient le cœur. C'était ma famille. Ces deux personnes étaient mon monde entier. Sans eux, je n'étais rien. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Bruno partit travailler avec son habituel baiser et un « je t'aime » à la porte. Théo attrapa le bus scolaire à l'heure, et moi je me lançai dans ma routine habituelle. Ménage, lessive, préparation pour mon travail à mi-temps à la bibliothèque municipale. J'aimais travailler à la bibliothèque. C'était calme, paisible, et j'avais l'occasion d'aider les gens à trouver des livres qui pourraient changer leur vie, comme les livres avaient changé la mienne. La lecture avait été mon refuge, enfant, dans une maison où ma mère critiquait tout ce que je faisais. Les livres m'avaient montré qu'il existait d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être. Ma responsable, Madame Moreau, rangeait des retours quand j'arrivais. « Bonjour Rebecca, tu as bonne mine aujourd'hui. » Madame Moreau était l'une des rares personnes à me faire sentir valorisé. Âgée d'une 60aine d'années, avec des yeux doux et une manière de parler apaisante, elle me rappelait la grand-mère que je n'avais jamais eue. « Merci, Madame Moreau. Et votre week-end ?»« Merveilleux, ma chère. Mon petit-fils est venu. Il a à peu près l'âge de Théo, tu sais. Ils devraient se rencontrer un jour. » Je souris et hochai la tête, mais à l'intérieur, une vieille anxiété me tordait l'estomac. Faire des plans avec d'autres familles, c'était risquer qu'ils voient à quel point j'étais imparfaite. Et si Théo avait honte de moi? Et si les autres parents pensaient que je n'étais pas à la hauteur? La matinée passa tranquillement. J'aidais une jeune. Maman a trouvé des livres d'images pour son tout petit, assistait un homme âgé dans ses recherches généalogiques et organisait les nouvelles arrivées de fiction. Des tâches simples, mais qui me donnaient un sentiment d'utilité. J'étais en train de réorganiser la section jeunesse quand j'entendis Madame Moreau parler avec une autre bibliothécaire, Jeanne, près du comptoir d'accueil. « J'ai vu Bruno Dubois au bistrot hier à midi, » disait Jeanne. « Il était avec Hélène Lambert. » Ils avaient l'air très complices, si tu veux mon avis. Mes mains se figèrent sur le livre que je tenais. Hélène Lambert était le nom de ma mère. Vraiment? Madame Moreau semblait surprise. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Oh, ils ont l'air de très bien se connaître, répondit Jeanne avec ce ton que les gens utilisent quand ils insinuent quelque chose sans le dire directement. Mon cœur battit plus vite. Il y avait probablement une explication innocente. Peut-être que Bruno avait croisé ma mère quelque part et qu'ils avaient décidé de déjeuner ensemble. Peut-être qu'il préparait une surprise pour moi. Mais un froid s'installa dans mon estomac. Je tentais de me concentrer sur mon travail le reste de la journée, mais les mots de Jeanne résonnaient dans ma tête. Très complice, si tu veux mon avis. Quand je récupérai Théo à l'école, je faillis lui demander s'il voulait passer par le chantier pour voir son père. Mais quelque chose m'arrêta. Un pressentiment que je ne pouvais nommer. Ce soir-là, Bruno rentra à presque 10 heures. Il avait l'air fatigué, ses vêtements couverts de poussière. « Désolé, ma chérie. Longue journée. » Il m'embrassa rapidement sur la joue et fila sous la douche. « Comment va le chantier, Martin ?» demandai-je. « Bien, vraiment bien. Ça va nous occuper des semaines. » Mais quand je regardais par la fenêtre, je remarquai que son camion était parfaitement propre. Pas de poussière, pas de saleté, rien qui indiquait qu'il avait travaillé sur un chantier toute la journée. Cette nuit-là, alors que Bruno dormait à mes côtés, je fixais le plafond, essayant de repousser les pensées qui s'insinuaient dans mon esprit.
Bruno m'aimait, il m'avait choisi. Nous avions une belle vie ensemble, mais le doute, une fois qu'il prend racine, est difficile à déraciner. Les semaines suivantes passèrent dans une étrange brume. En surface, tout semblait normal. Bruno partait travailler, Théo allait à l'école, je travaillais à la bibliothèque. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, regardions la télévision en famille le week-end. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Je commençais à prêter attention à des détails que je n'avais jamais remarqués. La manière dont Bruno semblait parfois distrait pendant nos conversations, le fait qu'il emportait son téléphone partout, même aux toilettes, qu'il avait changé son code et orientait l'écran loin de moi quand il l'utilisait. De petites choses. Des choses qui pouvaient avoir des explications innocentes, mais elles s'additionnaient. Je commençais aussi à remarquer des choses à propos de ma mère. Comment elle semblait toujours au courant de détails sur le travail de Bruno que je ne lui avais pas partagé. Comment elle demandait d'abord de ses nouvelles quand je l'appelais, avant de s'enquérir de Théo ou de moi. Comment Bruno gère-t-il ce gros projet de construction ? Demandait-elle, un sourire dans la voix. Mais je ne lui avais parlé d'aucun gros projet. Quand j'en parlais à Bruno, il haussa les épaules. Elle l'a probablement entendu en ville. Tu sais comment les gens parlent à Saint-Laurent ? C'était vrai. Saint-Laurent était le genre de petite ville où tout le monde connaissait les affaires des autres. Mais ça me semblait quand même étrange. Puis vint le jour qui changea tout. C'était un jeudi de début novembre. Théo avait une demi-journée à l'école à cause de réunions pédagogiques et j'avais pris l'après-midi de congé à la bibliothèque pour passer du temps avec lui. « On peut aller voir mamie Hélène ?» demanda Théo alors que nous partagions un sandwich au fromage grillé à la table de la cuisine. Ma mère avait toujours insisté pour que Théo l'appelle mamie Hélène plutôt que simplement mamie. Elle disait que ça faisait plus distingué. Je trouvais ça froid, mais je n'avais jamais protesté. Je ne sais pas, mon chéri. On devrait t'appeler d'abord pour s'assurer qu'elle est là. Mais quand j'essayais d'appeler chez ma mère, je tombais directement sur la messagerie. Son portable fit de même. Peut-être qu'elle fait des courses, suggéra Théo. On pourrait passer voir si sa voiture est là. Ma mère vivait à une vingtaine de minutes, dans la maison où j'avais grandi. Un endroit petit mais bien entretenu, avec un jardin dont elle était fière et des voisins qu'elle connaissait depuis 30 ans. D'accord, acquiesçai-je. Mais si elle n'est pas là, on reviendra un autre jour. Le trajet jusqu'à chez ma mère fut paisible. Théo parlait de l'école et de ses amis, et j'écoutais à moitié tout en admirant le paysage automnal. Les feuilles étaient à leur apogée, peignant le monde en nuances d'or et de cramoisi. Mais quand nous tournâmes dans sa rue, mon sang se glaça. Le camion de Bruno était garé dans l'allée de ma mère. Je me garais de l'autre côté de la rue, les mains tremblantes sur le volant. Théo leva les yeux de son jeu portable, perplexe. « Pourquoi on s'arrête ? C'est pas le camion de papa ?»« Oui, parvins-je à dire. C'est bien lui. » Mon esprit passa en revue les explications possibles. Peut-être que Bruno aidait ma mère avec quelque chose dans la maison. Une fuite déviée, un toit à réparer. Peut-être. « On entre ?» demanda Théo. « Dans une minute, » répondis-je. Je veux juste comprendre ce qui se passe d'abord. Quelque chose au fond de moi criait au danger. Tous mes instincts me disaient de ne pas frapper à cette porte, de ne pas annoncer notre présence. Nous contournâmes discrètement la maison jusqu'à l'arrière. La fenêtre de la cuisine donnait sur le jardin, et je savais, pour l'avoir appris enfant, qu'on pouvait entendre les conversations de l'intérieur assez clairement depuis cet endroit. Ce que j'entendis détruisit mon monde. Elle est tellement fragile, Hélène. Toujours à se plaindre, toujours dans le besoin. Je suis à bout. La voix de Bruno était lasse, frustrée, comme s'il parlait d'un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Je t'avais prévenu de ne pas l'épouser, non ?» répondit ma mère, son ton chargé de satisfaction. « Je t'ai toujours dit qu'elle était trop faible pour un homme comme toi, trop abîmé. » Je m'agrippais au rebord de la fenêtre si fort que mes jointures blanchirent. Théo serra ma main, inquiet, mais sans comprendre pleinement. L'argent de l'assurance après la mort de son père valait le coup pendant un temps, continua Bruno. Mais maintenant, il est presque épuisé.
J'en ai fini de jouer le mari attentionné pour quelqu'un d'aussi pathétique. Le monde vacilla. Mon père était mort dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, me laissant un important héritage d'assurance. De l'argent que Bruno et moi étions censés épargner pour l'avenir de Théo. Un filet de sécurité. « Que vas-tu faire ?» demanda ma mère, une excitation dans la voix. « Je vais la quitter. Tout prendre. Elle est si vulnérable. Elle ne se battra même pas. Elle pleurera et acceptera, comme toujours. » Ils rirent alors. Rirent réellement de ma douleur, de ma faiblesse, de ma nature confiante. « Quand ?» demanda ma mère. « Bientôt. Peut-être après les fêtes. Je ne veux pas gâcher Noël pour Théo. Il ne mérite pas ça. »« Tu es trop tendre, » dit ma mère. Elle est une déception depuis le jour de sa naissance. Faible, comme son père. Au moins, il a eu la décence de mourir et de lui laisser de l'argent. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Pas seulement brisé, mais claqua, comme un élastique trop tendu. Mon père était un homme gentil, doux, qui aimait les livres et m'avait appris que je méritais d'être aimé. Ma mère avait passé toute mon enfance à me comparer défavorablement aux autres enfants, me disant que je n'étais pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez forte pour quoi que ce soit de bien. Je l'avais cru. J'avais passé toute ma vie adulte à être reconnaissante que Bruno ait choisi la faible, pathétique et abîmée Rebecca. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Il ne m'avait pas choisi. Il avait choisi l'argent de mon père. Et ma mère n'avait pas seulement été critique. Elle avait activement travaillé à détruire mon estime de moi pour que, lorsque ce moment arriverait, je sois trop brisé pour me défendre. Je pris Théo par la main et l'éloignai de la maison, mes jambes instables mais déterminées. Théo me regarda, inquiet. « Maman, ça va? Tu es toute pâle. »« Ça va, mon chéri, » dis-je, la voix étonnamment stable. « Changement de plan. On rentre à la maison. »« Mais le camion de papa, on ne va pas lui dire bonjour ?» Papa est occupé à aider mamie Hélène avec quelque chose. On le verra à la maison. En quittant la maison de ma mère, avec Théo bavardant à l'arrière, mon esprit était déjà en action. Planifiant, calculant. Ils pensaient que j'étais faible. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Cette nuit-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me regardais vraiment dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me fixait avait 32 ans, mais semblait plus vieille, fatiguée. Ses cheveux bruns étaient tirés en une queue de cheval simple, celle que je portais depuis une décennie. Pas de maquillage parce que Bruno disait toujours qu'il m'aimait au naturel. Des vêtements pratiques et modestes, parce que toute autre chose semblait réclamer une attention que je ne méritais pas. J'avais l'air exactement de ce que j'étais. Une femme qui avait passé toute sa vie adulte à essayer d'être petite, discrète, reconnaissante pour les miettes d'amour qu'on lui jetait. Mais derrière mes yeux bruns ordinaires, une nouvelle étincelle brûlait, quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Bruno rentra vers 11 heures, comme toujours. Il m'embrassa sur la joue, me demanda comment s'était passée ma journée, me parla de son emploi du temps chargé pour le lendemain. Le parfait mari. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi, je me levai et allai dans notre bureau à domicile. Nous gardions tous nos documents financiers dans un classeur, des documents que Bruno gérait entièrement parce que j'étais trop émotive pour m'occuper des questions d'argent. Pendant des années, j'avais laissé Bruno gérer nos finances sans poser de questions, convaincu que je n'étais pas capable de comprendre. Ce que je trouvais était pire que ce que j'avais imaginé. L'argent de l'assurance de mon père, 150 000 € censés être le fonds universitaire de Théo, avait presque disparu. 50 000 € avaient été transférés sur un compte que je ne reconnaissais pas. 30 000 autres avaient été retirés en liquide au cours des 6 derniers mois. Le reste avait été dépensé pour des choses incompréhensibles. 20 000 € pour des améliorations de la maison qui n'avaient jamais eu lieu. 15 000 pour du matériel professionnel, pour l'entreprise de Bruno, et des milliers d'autres pour des dépenses que je ne pouvais identifier. Je restais dans ce bureau jusqu'à l'aube, passant en revue chaque papier, chaque relevé, chaque reçu,
construisant une image de l'ampleur de la trahison dont j'avais été victime. Au lever du soleil, je savais 3 choses avec certitude. Premièrement, Bruno me volait systématiquement depuis des mois, probablement en planifiant sa sortie. Deuxièmement, ma mère était impliquée depuis le début. Les relevés téléphoniques montraient des dizaines d'appels entre eux, souvent à des heures où Bruno m'avait dit qu'il travaillait. Troisièmement, il m'avait gravement sous-estimé. Le lendemain matin, je pris une décision inhabituelle. J'appelais la bibliothèque pour me déclarer malade, non par véritable maladie, mais parce que j'avais des priorités plus pressantes. Une fois Bruno parti au travail et Théo à l'école, je me rendis à la banque, un lieu familier où les employés me saluaient par mon nom après 12 ans de fidélité. Jeanne, la caissière en chef, m'accueillit chaleureusement et je demandai à examiner tous mes comptes. Ce que je découvris me bouleversa. Un compte joint, ouvert 3 mois plus tôt par Bruno et ma mère, contenait 50 000 € de mon argent. Le directeur, M. Thomas, me montra ma signature sur le transfert de fonds, mais je ne me souvenais pas l'avoir signé. Pour éviter tout conflit bancaire, je prétendis me rappeler et vérifier simplement le solde, tout en bouillonnant intérieurement. Ce n'était pas à la banque de régler ce problème, mais à moi. Je me rendis ensuite à la bibliothèque, non pour travailler, mais pour utiliser les ordinateurs publics afin de mener des recherches discrètes. Pendant des heures, je me plongeais dans le droit du divorce en France, étudiant le partage des biens, la garde des enfants et les lois sur la fraude et le détournement de fonds. Je découvris que prendre de l'argent sans consentement, même entre époux, pouvait être considéré comme du vol si la tromperie était prouvée, et j'avais de quoi le prouver. Grâce au conseil d'une amie ancienne avocate, je commençai à élaborer un plan, non seulement pour récupérer mon argent, mais pour faire payer Bruno et ma mère pour leur trahison. En récupérant Théo à l'école, j'avais les bases d'une stratégie. Il me croyait faible et émotive, mais cette fausse image serait mon arme. En chemin, Théo me parla de la Révolution française, expliquant comment les révolutionnaires feignaient parfois la loyauté envers le roi tout en préparant leur révolte. Je souris. Parfois, la meilleure victoire est de laisser ses ennemis croire qu'ils ont déjà gagné. Ce soir-là, je préparais le dîner préféré de Bruno, un rôti de bœuf avec des pommes de terre et des carottes. Je portais la robe rouge qu'il avait complimentée pour notre anniversaire. Je souris, ris à ses blagues, posais des questions sur sa journée avec un intérêt apparemment sincère. « Tu sembles heureuse ce soir », dit-il en me serrant la main, une lueur d'hésitation dans les yeux, comme s'il se souvenait d'un amour passé. « Je le suis », répondis-je, et ce n'était pas entièrement un mensonge. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un but, un plan, une raison de me lever le matin. Je pensais, continuai-je, peut-être qu'on pourrait inviter ma mère à dîner ce week-end. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps tous ensemble. Quelque chose passa dans les yeux de Bruno. Ça semble une bonne idée, ma chérie. Je suis sûr qu'Hélène adorera. Hélène, pas ta mère ou maman, comme il disait habituellement. Hélène, comme s'ils étaient proches, ce qu'ils étaient, bien sûr. Je l'appellerai demain, dis-je. Cette nuit-là, alors que Bruno dormait à mes côtés, je fixais le plafond et planifiais. La phase 1, recueillir des informations, était presque terminée. La phase 2 serait la préparation, m'assurer que j'avais tout ce qu'il fallait pour les confronter. Mais la phase 3 serait la plus importante, m'assurer qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu en sous-estimant Rebecca Dubois. Dans l'obscurité, je souris pour la première fois depuis des semaines. L'appel à ma mère le lendemain matin fut un chef-d'œuvre d'acting. « Maman », dis-je, laissant ma voix paraître faible et incertaine. « Je me demandais si tu voudrais venir dîner samedi soir ?»« Oh, ma chérie, ça semble merveilleux, » répondit-elle, et je pouvais presque entendre la satisfaction dans sa voix. Pauvre Rebecca pathétique, cherchant le réconfort d'une famille qu'elle ne méritait pas. « Tout va bien ? Tu sembles un peu déprimé. »« Ça va, » dis-je, injectant juste la bonne dose de fausse gaieté dans ma voix. Peut-être un peu fatigué. Bruno travaille tellement en ce moment, j'ai l'impression de ne presque pas le voir. Les hommes travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, ma chère. Tu devrais être reconnaissante.
pas te plaindre. La cruauté désinvolte de son ton était si familière que je faillis ne pas la remarquer. Mais cette fois, au lieu de me faire sentir petite, elle alimenta le feu qui brûlait dans ma poitrine. « Tu as raison, bien sûr. Il me manque, c'est tout. » Eh bien, une bonne épouse trouve de quoi s'occuper au lieu de déranger son mari avec ses besoins. Tu as tout à fait raison. On se voit samedi à 6 heures? Parfait. Dois-je apporter quelque chose? Juste toi, maman. C'est tout ce dont on a besoin. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma cuisine, émerveillée par la facilité avec laquelle je jouais le rôle qu'ils attendaient. La fille faible et reconnaissante, l'épouse nécessiteuse et pathétique. J'avais joué ce rôle si longtemps que j'avais oublié que c'était une performance. Mais maintenant que je jouais consciemment, je voyais exactement comment il m'avait manipulé. Chaque critique déguisée en conseil utile, chaque compliment à double tranchant, conçu pour me garder reconnaissante pour une attention que je ne méritais pas, chaque fois qu'il m'avait fait sentir que j'avais de la chance d'être toléré. La rage qui m'envahit alors était propre, froide et déterminée. Ma prochaine étape fut un magasin de fournitures de bureau où j'achetais un petit enregistreur numérique du genre que les étudiants utilisent pour enregistrer les cours. Puis, dans un magasin d'électronique, j'achetais une minuscule caméra sans fil, soi-disant pour la sécurité domestique. Si Bruno et ma mère voulaient avoir des conversations secrètes, j'allais m'assurer d'avoir des preuves de chaque mot. Cet après-midi-là, je fis autre chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'allais faire du shopping pour moi. Pas des vêtements pratiques pour passer inaperçus. Pas des tenues modestes et conservatrices choisies pour éviter l'attention. J'achetais une robe noire qui mettait réellement ma silhouette en valeur. Du maquillage qui faisait ressortir mes yeux, même une paire de talons qui me donnait l'impression d'être plus grande, plus confiante. La femme dans le miroir de la cabine d'essayage était une étrangère, comme quelqu'un qui pourrait mériter de bonnes choses dans la vie. En rentrant, je cachai mes achats au fond de mon placard et repris mon rôle de l'ancienne Rebecca, du moins en surface. Le samedi arriva vite. Je passai la journée à nettoyer, cuisiner et installer discrètement mon équipement. Une caméra cachée dans le salon, un enregistreur dans ma poche. Bruno rentra à 17h30, me complimenta sur ma tenue simple et je lui souris comme toujours, masquant mes soupçons. Ma mère arriva à 6h, élégante, une bouteille de vin à la main, et me lança une critique voilée sur mon apparence, déguisée en inquiétude. Pendant le dîner, elle et Bruno échangèrent des regards et des blagues qui trahissaient une complicité secrète, évoquant même un problème de permis dont je n'avais jamais entendu parler. Leurs réponses évasives confirmèrent mes doutes. En cuisine, je les entendis murmurer, leur ton intime me glaçant le sang. La soirée se termina dans une façade de sourire, ma mère partant avec des politesses acides. Plus tard, Bruno fit une remarque hésitante sur la soirée, et je jouai l'innocente, cachant ma colère. Cette nuit-là, éveillé à côté de lui, j'analysais les enregistrements et les images capturées, certaines de leur liaison. Mais il me fallait plus. Des preuves de malversation financière, des documents concrets. Je savais exactement comment les pousser à se trahir complètement. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le mercredi suivant, Bruno annonça qu'il travaillerait tard à nouveau. « Gros délai sur le chantier Martin », dit-il en m'embrassant le front au petit déjeuner. Je ne serais peut-être pas rentré avant minuit. Mais quand je passais devant la maison des Martins à l'heure du déjeuner, il n'y avait aucun camion de travail, aucun signe d'activité de construction. Ce soir-là, après que Théo fut couché, je fis quelque chose qui aurait semblé impossible un mois plus tôt. Je montai dans ma voiture et roulai jusqu'au chantier où Bruno gardait son équipement. Son camion n'était pas là, les lumières étaient éteintes, aucun signe d'activité. De là, je bats chou. Je me rendis chez ma mère. Le camion de Bruno était dans son allée. Cette fois, j'étais préparé. Je me garai à 2 rues de là et revins à pied, restant dans l'ombre. J'avais mon enregistreur numérique dans une poche et mon téléphone dans l'autre, prêt à prendre des photos si nécessaire. La conversation que j'entendis cette nuit-là fut le dernier clou dans leur cercueil. « Quand vas-tu lui dire ?» La voix de ma mère était tranchante, impatiente. « Après Noël. »
J'ai promis à Théo de lui offrir un bon Noël. Tu es trop tendre. Elle ne mérite pas qu'on la ménage. Écoute, Hélène, je sais que tu es pressée d'en finir, mais je dois penser à mon fils. Ton fils sera mieux sans cette femme pathétique qui le tire vers le bas. Vous le serez tous les deux. Il y eut un long silence, puis la voix de Bruno, plus basse. Parfois, je pense à ce qu'aurait été notre vie si je t'avais choisi dès le début, au lieu de me contenter d'elle. Le rire de ma mère était bas, satisfait. Mieux vaut tard que jamais, chérie. Une fois que tu seras libre d'elle, nous pourrons enfin être ensemble comme nous aurions dû l'être depuis le début. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de commodité. Ils s'aimaient depuis toujours. Mon mari et ma mère. « As-tu trouvé comment récupérer le reste de l'argent ?» demanda ma mère. « La plupart est déjà transféré sur notre compte. Elle est si confiante, elle signe tout ce que je lui mets sous le nez. La maison, ça demandera plus de travail. Mais j'ai falsifié sa signature sur des documents de refinancement. Quand je demanderai le divorce, il ne restera plus rien pour qu'elle se batte. Et Théo, j'obtiendrai la garde. Qui confierait un enfant à une femme avec un historique de dépression et d'instabilité mentale? Elle a un historique de ça? Le rire de Bruno était froid. Elle en aura un quand mon avocat aura fini de monter le dossier. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. La manière dont Bruno m'avait encouragé à voir un thérapeute pour mon anxiété, la manière dont il avait documenté mes crises émotionnelles, des moments où j'avais pleuré ou m'étais frustré, comme n'importe quelle personne normale. Il construisait un dossier contre moi depuis des mois, peut-être des années, pour me faire passer pour une mère inapte. J'enregistrais 20 minutes supplémentaires de leur conversation, documentant leur plan pour détruire ma réputation, voler mes biens et prendre mon enfant. Quand je m'éloignais de cette maison, j'avais assez de preuves pour les enterrer tous les deux, mais je n'avais pas fini. Le lendemain matin, je passais 3 appels. Le premier à une avocate spécialisée en divorce dans la ville voisine, quelqu'un que Bruno ne connaîtrait pas, sans lien avec notre communauté locale. J'ai besoin de documenter une fraude financière conjugale et de planifier une stratégie de divorce, lui dis-je, et j'ai besoin d'une confidentialité absolue jusqu'à ce que je sois prête à agir. L'avocate, une femme perspicace nommée Delphine Vasseur, accepta de me rencontrer cet après-midi-là. Le deuxième appel fut à un détective privé recommandé par Delphine, spécialisé dans les affaires d'adultère et les crimes financiers. Le troisième appel fut à ma banque, mais pas à Monsieur Thomas. À sa supérieure, une femme nommée Carole Stévenin, qui gérait les cas de fraude. « Je crois que mon mari a falsifié ma signature sur des documents financiers, lui dis-je. J'ai besoin de le documenter, mais je ne veux pas qu'il le sache pour l'instant. » Carole fut professionnelle et compatissante. « Nous pouvons certainement vous aider, Madame Dubois. Quand pouvez-vous venir ?» Jeudi après-midi, j'avais un dossier prouvant chaque acte illégal de Bruno avec notre argent. J'avais des photos de lui chez ma mère alors qu'il était censé travailler. J'avais des enregistrements de leurs conversations prouvant leur liaison et leur plan pour me détruire. J'avais aussi un gel ordonné par le tribunal sur tous nos comptes, prévu pour prendre effet au moment où je déposerais la demande de divorce. Mais je n'étais pas encore prête à abattre mes cartes. Je voulais qu'ils creusent leur propre tombe encore plus profondément. Vendredi soir, je préparais à nouveau le dîner préféré de Bruno. Cette fois, je portais la nouvelle robe noire que j'avais achetée avec le maquillage qui faisait ressortir mes yeux. Il le remarqua immédiatement. « Waouh, tu es magnifique ce soir. Quelle est l'occasion ?»« Ai-je besoin d'une occasion pour être belle pour mon mari ?» demandai-je en lui souriant d'une manière qui aurait été sincère un mois plus tôt. Pendant le dîner, je mentionnai quelque chose qui le fit blava. « Je pensais, dis-je nonchalamment, peut-être qu'on pourrait planifier des vacances pour Noël, quelque part au chaud. Théo n'a jamais vu la mer. »« Ça semble cher, » répondit Bruno prudemment. « Oh, je ne pense pas que l'argent sera un problème. J'ai parlé à la compagnie d'assurance de mon père aujourd'hui et ils ont dit qu'il pourrait y avoir des avantages supplémentaires dont je n'étais pas au courant, quelque chose à propos des intérêts composés sur des paiements retardés. » Le mensonge glissa de ma langue si facilement que je m'étonnais moi-même. Mais l'effet sur Bruno fut immédiat
et satisfaisant. Il manqua de s'étouffer avec son vin. Vraiment? De combien parle-t-on? Ils ne sont pas encore sûrs. Peut-être 50 000 €, peut-être plus. Ils me rappelleront la semaine prochaine avec les chiffres définitifs. Le visage de Bruno passa par une série d'expressions, surprise, avidité, calcul, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la panique. C'est merveilleux, ma chérie. Vraiment merveilleux. Mais je voyais les rouages tourner dans sa tête. S'il y avait plus d'argent d'assurance à venir, il voudrait mettre la main dessus avant de me quitter, ce qui signifiait qu'il devrait retarder son calendrier, ce qui me donnait plus de temps pour préparer mon coup final. Cette nuit-là, après que Bruno se fut endormi, je l'entendis se lever vers 2 heures du matin. J'écoutais à travers l'entrebâillement de la porte de notre chambre alors qu'il passait un appel depuis la cuisine. « Hélène ? Oui, c'est moi. On a un problème. » Je me glissais en haut des escaliers, l'enregistreur à la main. Elle dit qu'il y a plus d'argent d'assurance qui arrive. Encore 50 000 €. Non, je ne pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Elle est trop naïve pour faire le lien. On devra peut-être attendre plus longtemps que prévu. Je sais, mais si on agit trop vite et qu'on rate cet argent... Sa voix s'estompa alors qu'il s'éloignait dans la cuisine. Mais j'en avais assez entendu. Ils allaient retarder leur plan de me détruire jusqu'à ce qu'ils puissent voler encore plus d'argent qui n'existait pas. Parfait. Les 2 semaines suivantes furent les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de ce que Bruno et ma mère me faisaient, j'avais dépassé le stade de m'en soucier. Le plus dur était de prétendre être la même femme faible et reconnaissante qu'ils attendaient tout en préparant leur chute. Chaque matin, je me réveillais et enfilais le masque de l'ancienne Rebecca, humble, anxieuse, reconnaissante pour chaque miette d'attention ou d'affection. Je cuisinais les plats préférés de Bruno, posais des questions sur sa journée avec un intérêt apparemment sincère et m'assurais que Théo ne suspecte rien. Mais en dessous, j'étais une femme transformée. Je passais mes pauses déjeuner à rencontrer des avocats et des enquêteurs. Je documentais chaque mensonge, chaque vol, chaque moment de trahison. Je construisais un dossier si solide qu'aucun juge au monde ne laisserait Bruno s'en tirer avec mon argent ou mon fils. Le détective privé, un ancien policier nommé Michel Torres, fut particulièrement utile. En 30 ans de métier, me dit-il lors d'une de nos réunions, je n'ai jamais vu une documentation aussi complète. Votre mari ne se contente pas de tromper et de voler. Il a créé un dossier qui prouve une intention criminelle. De quel chef d'accusation parlons-nous ? Demandai-je. Fraude, détournement de fonds, falsification. Le procureur pourrait pousser l'affaire. Il risque 5 à 10 ans de prison. Cette pensée aurait dû me rendre coupable. C'était le père de mon enfant, l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Mais tout ce que je ressentais était une satisfaction froide. Pendant ce temps, Bruno devenait de plus en plus nerveux. L'argent d'assurance imaginaire que j'avais mentionné était soi-disant en cours de traitement et il demandait sans cesse quand j'aurais des nouvelles. « Ces choses prennent du temps, » lui disais-je, mais ils m'ont assuré que ça vaudrait l'attente. Ma mère devenait impatiente aussi. Elle appelait plus souvent, toujours en posant des questions sur l'argent d'assurance d'une manière faussement désinvolte. « Des nouvelles de la compagnie d'assurance, ma chère ?»« Pas encore, maman, mais bientôt, j'espère. » J'agissais surprise qu'elle soit au courant, mais elle me disait que les nouvelles vont vite. Eh bien, tu sais ce qu'on dit, les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Si elle savait à quel point cela allait être vrai. La percée que j'attendais arriva un jeudi soir début décembre. Bruno annonça qu'il travaillerait tard à nouveau. « Le chantier Martin est en retard, dit-il. Je devrais peut-être travailler tout le week-end pour rattraper. » Mais j'étais passé devant la maison des Martins cet après-midi-là. Elle était complètement terminée. La famille emménageait déjà. Cette nuit-là, je le suivis à nouveau. Mais au lieu d'aller chez ma mère, il se rendit dans un motel à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit où on va quand on ne veut pas être vu. La voiture de ma mère était déjà sur le parking. Je me garai de l'autre côté de la rue et attendis. À travers la fenêtre de la chambre 237, je pouvais voir 2 silhouettes bouger. Je ne distinguais pas les détails, mais je n'en avais pas besoin.
Le détective m'avait fourni un appareil photo avec un téléobjectif et je l'utilisais pour tout documenter. Le camion de Bruno sur le parking du motel, la voiture de ma mère à côté, l'horodatage indiquant 20h47, un jeudi, alors qu'il était censé travailler. Mais la vraie preuve vint quand ils quittèrent enfin la chambre. Ils étaient si à l'aise l'un avec l'autre, si décontractés. Bruno avait son bras autour de la taille de ma mère. Elle riait à quelque chose qu'il avait dit, le regardant avec une affection évidente. Ils ressemblaient à un couple, un vrai couple, ensemble depuis longtemps. Je pris des photos de tout, puis rentrai chez moi et téléchargeai les images dans le dossier crypté que le détective avait créé pour moi. Quand Bruno rentra à minuit, j'étais réveillé, une tasse de thé à la main, l'air préoccupé. « Longue journée ?» demandai-je avec sympathie. « Épuisante. Mais on avance. C'est bien. Je m'inquiète que tu travailles si dur. » Il m'embrassa le haut de la tête, et je dus me retenir pour ne pas reculer à son contact. « Tu es trop bonne pour moi, Rebecca. » S'il savait. Le lendemain matin, je passai l'appel que je préparais depuis des semaines. « Delphine, c'est Rebecca Dubois. Je suis prête à déposer la demande. »« Vous êtes sûre ? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. »« Je suis sûr. Je veux déposer aujourd'hui et je veux que le gel des comptes prenne effet immédiatement. » « Considérez que c'est fait. Pouvez-vous être à mon bureau à 14h ? » ?»« J'y serai. » Avant de partir pour le bureau de l'avocate, je fis une dernière chose. J'appelai l'entreprise de construction pour laquelle Bruno prétendait travailler et demandai à parler au contremaître du chantier Martin. « Chantier Martin ?» L'homme semblait confus. « Ce chantier est terminé depuis 2 semaines, depuis mi-novembre. »« Oh, je suis désolé. J'ai dû mal comprendre. Mon mari, Bruno Dubois, a dit qu'il y travaillait cette semaine. »« Bruno Dubois ? On n'a aucun chantier en cours cette semaine. C'est la saison creuse, vous savez. » La dernière pièce du puzzle se mit en place. Bruno ne travaillait pas seulement pour une entreprise de construction, il en possédait une petite. Mais les affaires allaient mal, et au lieu de me dire la vérité, il avait prétendu avoir du travail régulier tout en volant mon argent et en planifiant son évasion. À 14h, j'étais dans le bureau de Delphine Vasseur, signant des documents qui détruiraient la vie de mon mari. Le gel des comptes prend effet à la fermeture des bureaux aujourd'hui, expliqua-t-elle. Il ne pourra accéder à aucun des comptes joints ni à l'argent qu'il a transféré sur son compte avec votre mère. Et la maison ? Puisque vous pouvez prouver qu'il a falsifié votre signature sur les documents de refinancement, ces transactions sont nulles. La maison reste à votre nom. Et la garde de Théo ? Delphine sourit sombrement. Avec les preuves de fraude financière et de manipulation psychologique que vous avez documentées, je dirais qu'il n'a pratiquement aucune chance d'obtenir la garde. Des visites supervisées, au mieux. Que se passe-t-il ensuite ? Il recevra les documents demain matin. Je vous recommande de ne pas être chez vous quand cela arrivera. Prenez Théo et allez quelque part en sécurité jusqu'à ce qu'on voit comment il réagit. Et les charges criminelles ? C'est à vous de décider. Les preuves sont assez solides pour que le procureur poursuive s'il veut porter plainte. Je pensais au plan de Bruno pour me faire passer pour mentalement instable afin de voler mon enfant, à la cruauté désinvolte de ma mère et à sa joie dans ma douleur, aux années de manipulation et de mensonges. Portez plainte, dis-je. Toutes les charges. Ce soir-là, je donnais une dernière performance en tant que l'ancienne Rebecca. Je préparais le dîner, aidais Théo avec ses devoirs et agis comme si tout était normal. Bruno était distrait, probablement inquiet à propos de l'argent d'assurance qui n'arriverait jamais. Après que Théo fut couché, je m'assis avec Bruno sur le canapé pour regarder la télévision, comme nous l'avions fait des milliers de fois auparavant. « J'aime notre vie », dis-je en me blottissant contre lui. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Le mensonge lui venait si facilement. Même maintenant, avec des documents en préparation pour le détruire, il pouvait me regarder dans les yeux et mentir. Mais demain, il apprendrait ce qu'il en coûte de sous-estimer Rebecca Dubois. Je me réveillais avant l'aube le vendredi matin avec une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance.
Aujourd'hui était le jour où tout changeait. Je préparais le petit déjeuner pour Théo et le préparais pour l'école, comme d'habitude. Bruno était déjà parti pour son faux travail, ce qui signifiait probablement qu'il était allé chez ma mère pour continuer à planifier ma destruction. À 8h30, je conduisis Théo à l'école et lui fis un câlin plus long que d'habitude. « Je t'aime tellement, mon chéri, » lui dis-je. « Je t'aime aussi, maman. Ça va ? Tu sembles différente ces derniers temps. Garçon intelligent, trop intelligent, parfois. Je vais bien, bébé. Mieux que bien. Tout va bien se passer. » Après avoir déposé Théo, je me rendis dans un café à l'autre bout de la ville et m'installai pour attendre. Delphine m'avait envoyé un texto disant que l'huissier livrerait les documents entre 9h et 10h. À 9h47, mon téléphone sonna. « Madame Dubois, ici l'agent Johnson, de la police de Saint-Laurent. Votre mari nous a demandé de vous appeler. » Mon cœur s'accéléra, mais je gardai une voix calme. « Tout va bien, agent ? » « Eh bien, madame, votre mari a reçu des documents judiciaires ce matin et il est, disons, assez bouleversé. Il fait des accusations sérieuses contre vous et nous voulions avoir votre version des faits. » « Quel genre d'accusation ? » « Il dit que vous agissez de manière erratique ces derniers temps, que vous mentez à propos de l'argent d'assurance et que vous essayez de le manipuler. Il s'inquiète pour votre état mental. » Je faillis rire. Même maintenant, alors que son monde s'effondrait, Bruno essayait de jouer la carte du mari inquiet. « Agent Johnson, je pense que vous devriez savoir que ces documents sont une demande de divorce déposée parce que j'ai découvert que mon mari volait sur nos comptes joints et avait une liaison avec ma mère. » Il y eut un long silence. « Votre mère ? » ?»« Oui, j'ai une documentation complète sur la fraude financière et la liaison. Je serais heureuse de la partager si nécessaire. » « Madame, seriez-vous prête à venir au commissariat pour faire une déposition ? » ?»« Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Le commissariat était à 10 minutes du café. En entrant, j'entendais la voix de Bruno résonner depuis l'arrière du bâtiment. Elle agit de manière folle depuis des semaines. Tout ça, c'est dans sa tête. Elle invente des choses. L'agent Johnson m'accueillit à l'accueil. C'était un homme d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et une attitude professionnelle. « Madame Dubois, je suis Robert Johnson. Merci d'être venu. » Il me conduisit dans une petite salle d'interrogatoire, où je passais l'heure suivante à exposer mon dossier. Les relevés financiers montrant les vols de Bruno, les photos de lui au motel avec ma mère, les enregistrements de leur conversation planifiant ma destruction. L'expression de l'agent Johnson devenait plus sérieuse à chaque pièce que je présentais. « Madame Dubois, ceci est très complet. Vous avez documenté cela pendant des semaines. Je voulais m'assurer d'avoir tout ce qu'il fallait pour protéger mon fils et moi. Ce que vous m'avez montré constitue une fraude criminelle, peut-être un détournement de fonds. Êtes-vous prête à porter plainte ? » « Oui, je le suis. Et votre mère, elle est clairement impliquée aussi. Je veux aussi des charges contre elle. » L'agent Johnson hocha la tête. « Nous devrons les interroger séparément. Votre mari est encore ici, mais nous devrons faire venir votre mère. Elle est probablement chez elle, ou au motel où ils se rencontraient. Vous la trouverez. En attendant, y a-t-il un endroit sûr où je peux rester ? Monsieur Dubois ne le prend pas bien. Je pensais à Théo qui sortirait de l'école dans quelques heures, à la maison qui m'appartenait légalement mais qui pourrait ne plus sembler sûre. Je vais trouver une solution. » L'agent Johnson me tendit sa carte. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et Madame Dubois, ce que vous avez fait, documenter tout cela si minutieusement, ça demande un vrai courage. » Courage. C'était la première fois de ma vie adulte qu'on me qualifiait de courageuse. Je quittai le commissariat et me rendis à l'école de Théo. Il n'était que midi, mais j'avais besoin de le voir, de le serrer dans mes bras et de me rappeler pourquoi je faisais tout cela. Je le trouvai à la cantine et demandai à son professeur si je pouvais lui parler en privé. « Théo, mon chéri, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » Son visage devint immédiatement sérieux. «
Papa va bien. Papa traverse des choses difficiles en ce moment, et nous devrons probablement rester ailleurs quelques jours pendant que les adultes règlent les choses. Vous divorcez, papa et toi? La question me frappa comme un coup au ventre. J'avais été si concentré sur ma stratégie que j'avais presque oublié que cela blesserait aussi Théo. Oui, mon bébé, c'est ça. Théo resta silencieux un long moment, jouant avec son sandwich. C'est à cause de mamie Hélène. Je faillis tomber du banc de la cantine. Comment ça? Je les ai entendus parler au téléphone parfois, quand papa pensait que je dormais. Il parlait bizarrement, comme s'il cachait quelque chose. Mon fils de 11 ans avait compris ce que j'avais été trop aveugle pour voir pendant des mois. Théo, je veux que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute, d'accord? Parfois, les adultes font de mauvais choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Tu aimes encore papa? C'était la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée. 1 mois plus tôt, la réponse aurait été un oui automatique. J'aime l'homme que je pensais que ton père était, dis-je prudemment. Mais il s'avère qu'il n'était pas celui que je croyais. On va s'en sortir? Je pris mon fils dans mes bras et le serrai fort. On va faire mieux que s'en sortir, mon chéri, je te le promets. Cet après-midi-là, je nous installais, Théo et moi, dans un hôtel modeste à l'autre bout de la ville. Un endroit sûr pour réfléchir à la suite après avoir découvert la trahison de mon mari Bruno et de ma mère. Mon téléphone vibrait sans cesse. Appels furieux de Bruno, supplications, menaces et messages culpabilisants de ma mère, mais je les ignorais. À 18h, l'agent Johnson m'appela. Bruno et ma mère venaient d'être arrêtés pour fraude, détournement de fonds et complot criminel. Ils seraient libérés sous caution, mais des ordonnances de restriction les empêcheraient de nous contacter et l'argent volé pourrait être récupéré, bien que lentement. Assise sur le lit de l'hôtel, je réalisais que ma vie, mon mariage, ma maison, ma famille n'étaient qu'un mensonge. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Théo, voyant mes larmes, me demanda si j'allais bien. « Ce sont des larmes de joie, mon chéri, » répondis-je. « On est libre maintenant. » 6 mois plus tard, au printemps, le procès eut lieu. Théo et moi avions déménagé dans un petit appartement, repris une vie simple mais authentique. À la bibliothèque où je travaillais, soutenu par Madame Moreau, je retrouvais mes marques. La ville de Saint-Laurent, secouée par le scandale, me surprit par sa solidarité. Des femmes dénoncèrent les abus de Bruno, des collègues révélèrent ses dettes et beaucoup critiquèrent la froideur de ma mère. Les preuves accablantes poussèrent Bruno et ma mère à accepter des accords de plaidoyer. 3 ans de prison pour lui, 18 mois pour elle. À l'audience, leurs regards, colère de Bruno, indifférence de ma mère, me laissèrent froide. Grâce à mon avocate, Delphine Vasseur, nous récupérâmes presque tout l'argent volé et vendîmes la maison, assurant notre sécurité financière. Mais la vraie victoire était ma transformation. Une nouvelle coupe de cheveux, une confiance retrouvée, un sentiment de force. Au dîner avec Théo, il me dit « Tu as l'air plus heureuse, maman, comme si tu n'avais plus peur. » Il avait raison. 1 an après, une lettre de ma mère arriva de la prison. Elle admettait ses torts, reconnaissait ma force, mais ne demandait pas de pardon. Je l'arrangeais sans savoir si je pourrais un jour lui pardonner. Théo et moi emménageâmes dans une maison avec un jardin, je devins bibliothécaire en chef et commençai à enseigner l'alphabétisation à des adultes comme Marie, qui fuyait un mariage abusif. La force, c'est une décision à la fois, lui dis-je, repensant à ce jour où j'avais choisi de me battre. 5 ans plus tard, Théo, désormais adolescent, s'apprête pour l'université. Bruno vit loin et ma mère s'est installée en Provence. Je ne regrette rien. Ils ont détruit mon mariage et trahi ma confiance, mais je n'ai fait que refuser d'être une victime. Aujourd'hui, je dirige ma bibliothèque avec assurance, voyage, savoure mon indépendance et élève un fils qui respecte les autres. Ce moment déchirant où j'ai surpris leur complot fut le pire de ma vie, mais aussi celui où j'ai commencé à devenir celle que j'étais destinée à être. Une femme libre, prospère,
qui a transformé la trahison en triomphe.